Alors, bonjour aux derniers valeureux, ou enfin, vous êtes quand même assez nombreux à être restés jusqu'à la toute fin de la journée. Euh, Pardon? Ah oui, alors il faut rappeler deux choses. Il faut rappeler que votre patience et votre diligence au travail seront récompensées par un vin et fromage qui aura lieu à 17 heures dans la salle où a lieu le déjeuner, mais je crois qu'il y aura probablement un cortège qui partira d'ici pour se rendre là-bas. Mon rôle a été essentiellement d'écouter la journée à partir de ma propre perspective disciplinaire ou mes perspectives disciplinaires qui sont avant tout celles d'un philosophe qui a travaillé beaucoup dans le domaine de l'éthique et jusqu'à un certain point d'un juriste qui travaille maintenant dans une faculté de droit. Vous avez entendu plein de choses, vous avez participé à beaucoup de discussions. N'ayez crainte, je ne vais pas vous retenir encore très longtemps. Je pense que 2 heures à peu près devrait faire l'affaire à peu près. On retardera un peu le vin et fromage et puis ça devrait aller. Donc, je vais simplement, disons, encore une fois, à partir d'une perspective qui est très subjective, qui est celle d'une personne qui a les compétences et l'expertise que j'ai, vous, vous dire un peu ce que j'ai entendu. Alors, d'un point de vue philosophique, pour moi, le chantier qui me semble en être un qui n'a peut-être pas été suffisamment occupé par les philosophes disons, notre époque, qui est celle d'une époque où la vie privée, si elle doit exister, va exister différemment qu'elle l'a fait à une autre époque, c'est justement de réfléchir un peu à la question de la vie privée et de ce que nous voulons, en fait, de cette vie privée et comment nous pouvons protéger ce que nous voulons dans une ère où, presque fatalement, nous allons être beaucoup plus exposés les uns aux autres que nous l'étions. Alors, je vais partir d'une petite remarque linguistique qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Il faut faire attention des arguments qui partent d'un argument linguistique. Il y a une dizaine d'analogies entre l'anglais et le français sur la notion de vie privée. En anglais, on parle de privacy. Hein. On va parler de private life et de privacy. Hein? Ce qui fait penser que private life, c'est un terme, disons, descriptif. Hein? Ma vie privée, c'est ma vie privée, c'est ce que je n'expose pas aux autres. Alors que privacy, c'est quelque chose comme une valeur. Hein? Si on regarde un peu comment sonne le mot privacy, c'est une valeur. Plutôt que simplement quelque chose de descriptif. En français, je sais qu'il y a parfois l'utilisation, disons, de barbarisme comme privacy, qu'on va entendre parfois pour donner l'équivalent du mot privacy en anglais, mais on va parler de la vie privée. Je crois qu'il y a quelque chose, disons, il y a une intelligence ici de la langue française qui est que je crois que le mot privacy, en fait, en anglais, n'est pas tant une valeur qu'un terme qui est sous-tendu par un ensemble de valeurs que nous nous devons maintenant de déterrer plus que nous le faisons. Nous avions à une certaine époque, je crois, la capacité de tirer un rideau sur nous-mêmes d'une manière qui cachait à peu près tout ce que nous voulions cacher du regard des intrus. Ce jour est révolu parce que, on l'avait vu, il y a une des statistiques qui m'a frappé. J'espère que j'ai laissé mes notes parce que je ne voulais pas lire à partir de notes. Il y a une statistique qui m'a frappé dans la présentation qui a été faite par la personne qui a parlé de l'application contre l'intimidation, hein, qui disait que 90% des jeunes, alors je ne sais plus si c'était en secondaire 4 ou en secondaire 5, 90% des jeunes avaient un téléphone intelligent. Je sais que mes jeunes ont un téléphone intelligent et pour chaque enfant qu'on a eu, le moment auquel il ou elle a eu un téléphone intelligent a baissé. Donc, je pense que ma fille aînée l'a eu à 15-16 ans et avec ma fille cadette qui a maintenant 12 ans, je pense qu'on a plus ou moins cédé devant ses exigences à 10 ans. Elle avait déjà son téléphone intelligent. Ces enfants-là vivent dans un monde où la vie privée n'est pas ce qu'elle était lorsque j'avais leur âge. Non seulement le fait d'avoir un de ces trucs dans la poche rend la vie privée impossible, on a parfois l'impression qu'ils ne la désirent pas autant que nous ne la désirions. Hein, qu'il y a des choses qu'ils sont prêts à mettre sur Internet, parfois à leur insu. Hein, il faut leur apprendre des fois que rien n'est privé sur Internet, même quand ils ont l'intention que ça le soit. Hein. Mais d'un autre côté, pensons à quelque chose comme Instagram ou Snapchat, où chaque enfant fait une sorte de blog
en continu de sa vie, qu'est-ce que j'ai mangé, avec qui est-ce que j'ai pris un café, quelles chaussures est-ce que j'ai portées aujourd'hui, etc., etc. Donc, je crois que, bon, plutôt que de dire qu'il s'agit là d'une perte civilisationnelle, à mon sens, c'est un phénomène, la présence constante que nous avons sur Internet qui nous pousse à nous demander qu'est-ce que nous voulons au juste protéger par la vie privée. Ce n'est pas, je crois, et ce le sera encore moins pour les générations qui viendront, donc ce qu'on appelle les digital natives, ceux qui seront nés avec un téléphone intelligent dans la poche et Internet à portée de la main à peu près partout. Qu'est-ce que nous voulons préserver au juste par la vie privée? Et pour rebondir sur quelque chose, I'm going to say it in English because it's something that reflects what Lisa said earlier. What do we think that even as our children abandon the kind of fixation that we may have had towards privacy, what do we think that they still ought to have? What are the values that we think they still ought to affirm, even as they relinquish this desire for more privacy? Alors, j'ai pas vraiment de réponse à cette question. À mon sens, et c'est quelque chose qui a été particulièrement évident dans les présentations de cet après-midi, les applications mobiles en santé, tout en faisant de sorte que nous sommes moins capables, disons, de protéger certaines données sur notre santé que nous l'étions autrefois, va ouvrir certaines possibilités qui sont remarquables et qu'il nous faut saisir. Je crois qu'il ne s'agit pas là de dire que parce que certains flux d'informations sont plus difficiles à contrôler que d'autres, nous devrions jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut tenter de préserver le bébé avec l'eau du bain, mais encore faut-il savoir ce qui est bébé et ce qui est eau du bain. Et ça, je pense que nous avons encore un peu de mal à l'identifier. Alors, la première question, donc, disons, qui pour moi est un chantier de recherche pour nous autres philosophes, éthiciens, juristes jusqu'à un certain point, c'est quelle information faut-il que nous gardions jalousement? Quels sont les flux d'informations qui sont vraiment les plus importants? Quand on retourne dans l'histoire de la philosophie sur les gens qui ont pensé à la vie privée dans un monde technologique qui était complètement différent du nôtre, je pense à quelqu'un comme Hannah Arendt et même des penseurs avant elle, bon, disons, la valeur fondamentale qu'on identifiait, c'est le fait que le regard des autres, le regard constant des autres, de vivre constamment en public, est quelque chose qui, au fond, nous prive de la capacité que nous avons de nous définir par nous-mêmes, de définir qui nous allons être, ce qui exige une sorte de repli dans une vie privée. Nous jouons tous un peu un rôle dans la sphère publique. Nous nous présentons aux autres comme ils voudraient que nous nous présentions à eux. Et ce qui rend en quelque sorte l'autodétermination difficile. Il nous faut pouvoir nous replier dans une sphère privée pour pouvoir réfléchir à cela. Cela peut sembler très abstrait, mais je pense que ça a une incidence tout à fait directe dans le monde de la santé. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que la relation entre les professionnels de la santé et les patients, pour utiliser un terme que j'utilise entre guillemets parce qu'on l'utilise toujours un peu, quoiqu'on devrait passer probablement à autre chose, est un regard dans lequel, est une relation asymétrique où le patient se voit beaucoup dans les yeux de son professionnel de la santé, de son médecin. Il paraît tel qu'il voudrait que le médecin le voit. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que l'asymétrie de pouvoir dans cette relation fait de sorte qu'on essaye toujours de se présenter tel que le médecin voudrait que nous soyons. Alors, qu'en est-il donc de cette relation lorsque, par exemple, ayant un moniteur quelque part sur mon corps, mon médecin est potentiellement en mesure non seulement d'agir lorsque je lui transmets de l'information, mais proactivement de me monitorer, même à mon insu. Quelqu'un disait dans une des dernières présentations, j'oublie qui c'était dans le flux, il y a des applications qui permettent à un médecin ou à quelqu'un d'intervenir. Qu'est-ce qui se passe chez Madame Chose? Sa tension artérielle est trop élevée, son niveau de glucose est trop élevé, peut-être qu'elle n'a pas fait suffisamment de pas aujourd'hui, si je peux aussi voir combien de pas elle a fait avec le partage des données que permettent certaines applications. Donc, il y a certainement quelque chose que nous voulons protéger. Quelle est la part des choses entre ce que nous voulons protéger pour pouvoir
en quelque sorte, nous définir par nous-mêmes sans être constamment assujettis au regard des autres, c'est une question à laquelle il nous faut réfléchir. Je ne crois pas que ce soit une question qui admette d'une réponse universelle. La réponse se déclinera probablement différemment dans quelques générations ou même dans la prochaine génération qu'elle le fait pour nous-mêmes, mais je crois qu'il ne faut pas céder devant le déterminisme technologique qui nous dit que de toute façon, c'est fini, la vie privée est terminée et que ces questions-là se décideront par la technologie plutôt que par nous. Donc, première question, identifier, plutôt que de voir la vie privée, le privacy, comme étant un bloc indifférencié de considération, qu'est-ce qu'il y a maintenant que la protection ne pourra être que sélective plutôt que totale, maintenant que la métaphore du drap, ou du rideau plutôt devrais-je dire, très épais que nous pouvons tirer à notre guise pour empêcher les autres de nous percevoir est maintenant, je crois, chose du passé. Quelles sont les choses dans cette transparence sélective que nous voulons préserver? Donc, nous devons être, je crois, beaucoup plus réflexifs que nous l'avons été sur cette question. Deuxième point sur lequel je voudrais, nous imposer une réflexion, je pense que ça a été mentionné à plusieurs reprises, notamment dans la présentation de Catherine Régis. Il y a une réflexion relativement avancée, et au Québec, ici, nous avons été pionniers dans ce domaine, sur ce qu'on appelle parfois la cyberjustice. Donc, l'utilisation de plateformes digitales, l'utilisation de technologies telles que celles dont nous parlons aujourd'hui dans le domaine de l'administration du droit. Alors, ce qui est le plus souvent invoqué comme raison d'aller dans le sens de ces technologies, donc qui permettent de témoigner à distance, par exemple, qui permettent à des preuves d'être introduites de manière digitale, c'est, disons, que ça désengorge le système juridique. On le sait, les gens doivent attendre parfois des mois, des années pour que leur cause soit entendue, et c'est quelque chose qui a un impact distributif qui est extrêmement régressif. C'est-à-dire que les gens qui payent le prix de l'engorgement du système juridique sont les gens qui sont le moins en mesure de se permettre ce prix d'attente. Si vous êtes dans une action contre une corporation transnationale, elle peut se permettre d'attendre des mois, des années pour que la cause que vous avez contre elle soit entendue. C'est peut-être moins facile pour un individu lambda qui n'a pas les moyens de cette attente. Donc, l'apparition de plateformes digitales est vue comme une manière de désengorger le système juridique. Une question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qui... l'avantage que je viens de nommer est un avantage absolument énorme et un avantage qui a un effet distributif, donc extrêmement important. Par contre, une question que nous pouvons nous poser est celle de savoir si dans l'administration de la justice, qui jusqu'à maintenant s'est faite à travers l'histoire de l'humanité de manière toujours incarnée et physiquement présente, s'il y a des coûts associés à ce qui est en partie une sorte de délocalisation ou une dématérialisation du rapport juridique. Quelqu'un me soufflait à l'oreille, je ne sais pas si ça faisait partie de ce qui a été dit publiquement, mais je crois qu'un de nos deux conférenciers juristes disait ce matin que un des domaines dans lesquels, en droit, on a énormément employé les plateformes digitales est celle du témoignage, par exemple, de candidats pour statut de réfugié ou demandeurs d'asile. Et que, depuis qu'on utilise ces médias, il y a une baisse considérable dans le nombre de demandes qui sont admises. Alors, on peut interpréter, c'est un fait brut, que certains interpréteront de manière positive. Moi, j'ai plutôt tendance à l'interpréter de manière négative. Et il y a une phrase que j'ai entendue aujourd'hui qui m'a frappé, c'est qu'évidemment, quand on regarde quelqu'un sur un écran, on ne sent pas la pauvreté. Littéralement, il y a quelque chose des circonstances de l'autre être humain qui est, en quelque sorte, absent lorsqu'on ne voit une personne que sur un écran. Je crois que la question qui se pose en droit se pose encore plus dans le domaine de la santé. J'en parlais moi-même lors d'une de mes interventions. On le sait, il y a quelque chose, un effet palpable et quantifiable et quantifié de la simple relation thérapeutique. De la simple relation thérapeutique. La relation entre un médecin et un patient, lorsque cette relation est empreinte de confiance, ce qu'elle n'est pas toujours, en est une où le patient retire un bénéfice
quantifiable du simple fait de se sentir traité par une autre personne, incarnée, une autre personne qu'elle a donc devant elle. Il y a des études qui ont été faites notamment sur le toucher, l'auscultation, hein, est quelque chose par lequel un médecin découvre certaines choses sur les fonctions du patient, mais c'est également un contact physique qui, évidemment, lorsqu'il est fait avec le consentement et dans les règles de l'art, a un bénéfice qui, encore une fois, a été quantifié. On parlait tout à l'heure, dans l'une des présentations, de la possibilité de faire de sorte que certaines prises de sang ou repérage de certaines fonctions biologiques puissent être faits à distance, libérant ainsi les proches qui, jusque-là, auraient été forcés d'amener leurs proches chez le médecin ou à l'hôpital. Bon, c'est sûr que, ayant moi-même eu à le faire avec des parents âgés, le fait d'être libéré de cette contrainte est un avantage, mais il faut, je crois, comme dans le cas du droit dont j'ai parlé tout à l'heure, il nous faut au moins avoir un œil sur certains désavantages, certaines pertes, certains coûts qui peuvent être liés au fait que la médecine devienne quelque chose qui se fait davantage par technologie interposée que par rapport interpersonnel. Je crois qu'il y a une ligne extrêmement floue, mais qu'il nous faut saisir entre les technologies qui viennent à l'aide du médecin soignant pour qu'il ou elle puisse faire son travail et les technologies qui remplacent le médecin. Je pense que nous en avons eu un avant-goût avec l'arrivée de ce qu'on appelle la evidence-based medicine, qui est évidemment, quand on le dit comme ça, quelque chose que toute personne, disons, bien pensante dont toute personne bien pensante doit approuver. Quel est le contraire de evidence-based medicine? C'est non-evidence-based medicine, ce qui est bien sûr pas une très bonne chose. Par contre, encore une fois, des études aussi bien quantitatives qu'ethnographiques ont tenté à démontrer qu'il y a une génération de médecins qui ont grandi, dans quelque sorte, dans le règne du evidence-based medicine, qui passent plus de temps à regarder des études, ce qu'on appelle les études Cochrane, par lesquelles les preuves sont livrées, que regarder le patient lui-même ou elle-même. Donc, même dans la montée du evidence medicine, on a des avant-goûts de ce que peut devenir une médecine et un système de santé où il y a une transgression de cette ligne entre technologie utilisée pour aider le soignant et technologie utilisée pour remplacer le soignant. Et nous devons faire attention, même lorsqu'il y a des avantages à le faire, comme dans le cas dont nous parlions tout à l'heure, des prélèvements ou des mesures qui peuvent se faire à distance, disons au moins d'avoir un œil sur les inconvénients, les désavantages et peut-être les pertes même du point de vue thérapeutique que cela peut entraîner. Donc, deux questions, disons, qui me semblent éthico-philosophiques sur lesquelles nous devons garder un œil lorsque nous avançons dans le domaine des nouvelles technologies. Et peut-être une question de droit. Et je suis presque tenté de le dire en anglais parce que je voudrais que Lisa comprenne. So I will say it in English, actually. So one of the things which I've started learning as I've become a kind of quasi-lawyer late in my life, going from a philosophy department to a law faculty, is that law is, in many respects, a very sometimes clumsy tool. In order to capture the ethical distinctions that we want to capture. I think it's one of the most interesting things that I have found in my sort of late in life legal training to see how, in particular, our justices have tried to find legal, operationalizable principles in order to arrive at the kind of fine-grained, balancing judgments that we need to make if we're going to put different values kind of in the balance against one another. It's never perfect. It's never perfect. And sometimes you have to make a choice between two evils, you know, a kind of over or under inclusivity. So one of the points that I was making, Lisa, in the first part of my presentation was to say, in an era where total privacy has become impossible and, you know, arguably undesirable, what are the values that underlie this sort of very broad concept of privacy that we want to preserve, even as we move forward in trying to realize the values that this kind of openness and transparency allows us? And so the question that I ask myself as a novice lawyer is,
can we arrive at a fine-grained enough set of legal tools in order to capture those fine-grained distinctions? Protection of privacy is always a lot easier when privacy is just a sort of one-block kind of thing. You draw the curtain, no information flows. But when you have to make distinctions between, as to use Helen's terminology, appropriate and inappropriate ways of sort of having information flow, can we do that? Right? Do we have the tools to do that? I don't know the answer to that question. It's obviously something that we need to work on, but I think we always have to proceed with a healthy dose, pardon, fin de la journée, j'arrive plus à parler ni en anglais ni en français, a healthy dose of self sort of scrutiny as to our capacity to arrive at tools that are fine-grained enough. Alors, voilà certaines des questions que m'ont inspiré, disons, la journée. Encore une fois, mon mandat était un peu d'écouter et de réfléchir et de proposer des grandes questions pour que nous puissions continuer à avancer dans ce chantier, tout en respectant des balises éthiques et en se dotant d'outils juridiques appropriés. Je ne sais pas exactement ce que je dois faire maintenant. Disons, je sors mon propre téléphone intelligent par lequel il est 5h moins quart. Je serais tout à fait heureux à ce que nous puissions continuer. Il est prévu dans l'horaire tel qu'il a été conçu que la discussion continue. Cela dit, il faut toujours, disons, être conscient du niveau de fatigue des gens. Donc, à partir de ce que j'ai dit ou d'autres choses que les gens ont entendues, il y a peut-être des questions qui ont dû être réprimées dans le courant de la journée parce que le temps manquait. Je ne sais pas si les conférenciers qui ont prononcé les conférences par rapport auxquelles ces questions auraient été posées sont encore là, mais s'il y a encore des gens qui veulent discuter, je suis tout à fait prêt à être, disons, la table tournante de la discussion. Il faut toujours savoir dans la vie, feel the mood of the room. Tu sais, et je crois que nous avons une discussion tout à fait riche et passionnante au terme du panel. Et donc, je crois que nous pouvons probablement nous arrêter après une journée qui a été très riche, très pleine. Je ne sais pas s'il y a des autres organisateurs veut dire un mot. Je crois qu'il nous faut remercier, en tout cas, toute l'équipe qui a travaillé si fort à ce que ce colloque soit un succès. Bon.